Bonjour, merci pour votre confiance et bienvenue donc dans cette vidéo complète. Donc dans la vidéo complète, il y a un certain nombre de fichiers d'aide, le guide d'utilisation qui va aussi fortement aider. Les aides, c'est un petit peu graphique, c'est pour montrer par exemple les blocs. Et bien voilà comment on utilise certains blocs de dessin ou d'autres avec les annotations. Mais voilà, donc dans ce tutoriel, on va essayer de comprendre comment fonctionne GCB en vue de pouvoir exploiter pleinement, je dirais, le potentiel de l'outil qui finalement est assez libre au niveau de l'utilisation, mais il y a quelques règles à connaître. Pour commencer, on peut voir qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a d'une part ici une gestion des étages, donc fondation, sous-sol ou tout bâtiment. Alors, grosso modo ici, on va faire des choses qui reviennent pour tous les étages ou tout bâtiment. Donc ça va dépendre un petit peu comment vous voyez les choses. Soit c'est des détails tout bâtiment, soit tout étage, donc ça va dépendre un petit peu. Par exemple, ça peut être des détails qui sont valables que pour un étage, mais qui concernent 2 bâtiments sur 3, donc ça dépend de l'utilisation qu'on en a. On peut vraiment l'adapter, mais l'idée c'est de sortir un petit peu tout ce qui n'est pas lié qu'à un seul niveau, et qui peut, par exemple, présenter l'avantage de se retrouver sur 3 étages ou 10 étages. Donc forcément, c'est là pour ça. Après, vous pouvez très bien vous récupérer un petit peu les choses. Moi, globalement, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques détails communs à tout ça. Mais par contre, il peut y avoir une coupe sur ascenseur. Tout niveau, voilà, avec donc tout niveau, tout bâtiment qu'on va y faire ici, puisque ça va être valable pour l'ensemble des niveaux. Pareil, si on fait une coupe sur escalier qui monte tout en haut, et ben voilà. Ça peut être des détails, tout niveau. Ici, ça peut être des, je sais pas, des vues en plan qui concernent plusieurs bâtiments, du repérage. Donc c'est à adapter. Pareil pour des notas, on pourrait écrire très bien des textes généraux ou une légende propre à tous les bâtiments. Donc c'est pour ça que on peut l'utiliser vraiment comme on veut, on peut très bien facilement enlever des traits ou vice versa, les remettre, supprimer ça puisque les notas seraient dans chaque niveau. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Alors, ensuite, on a cette zone. Alors là, celle-là, je dirais, sert pas à grand-chose. C'était puisque vous avez déjà les liens. Mais par contre, pochette A3 peut vous servir. Par exemple, vous mettez le nom de votre BE, vous mettez le projet pour ranger des dossiers. Par exemple, moi, je m'en servais pour ranger, par exemple, créer des étiquettes pour les envois de plans, gérer des réservations. Voilà, les réservations sont comme ça. Réservation escalier sont comme ça. Comme ça, ça donne une trame commune, plan architecte ou alors document ingénieur. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent revenir. Vous voyez, avec des couleurs, on peut personnaliser un certain nombre de choses. Les calques aussi, donc ça c'est intéressant. Comme c'est du coffrage, vous allez pouvoir remettre vos calques avec les bons noms de calques et effectivement, pourquoi pas les couleurs. Alors c'est important à mon sens, de garder ça. Pourquoi? Parce que c'est directement lié à ça. En gros, tout ce que vous modifiez ici dans les calques va être modifié et répercuté sur tout le projet. Donc plutôt que commencer à rajouter des calques, etc., déjà bien vérifier avec les calques. De toute façon, il y a des calques mûrs, donc que vous mettiez voile ou ce que vous voulez, peu importe. Effectivement, après, c'est légitime de mettre le nom pour des projets avec les bonnes couleurs, etc. par rapport à vos CTB. Sinon, effectivement, là, il y a déjà un CTB qui fonctionne, mais bon, c'est pas une obligation, bien sûr, de l'utiliser. Alors ensuite,
il y a des exemples de tableaux. Alors moi j'aime bien utiliser ces tableaux pour gérer par exemple les réservations. Est-ce que j'ai reçu l'architecte? Oui, non. Donc si c'est oui, on met la date, le numéro, bref. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous aider à bien gérer vos plans. Pareil pour le nota, hein, c'est du texte, vous mettez ce que vous voulez. La légende, pareil, alors vous allez, j'imagine, pareil, récupérer vos styles. Donc c'est vraiment un exemple, mais effectivement à adapter. Alors ici c'est intéressant, cet aspect de niveau. J'en ai déjà parlé dans des tutos, mais bon, on va le voir quand même. Grosso modo, c'est ici qu'on va gérer tous les étages. Alors quand je dis gérer, c'est pas une obligation, mais on va donner une forme. Par exemple, si je suis aux fondations, je peux lui dire de dessiner un radier. Ça peut m'aider. Ou alors, on va partir sur un niveau standard. Comme ça permet d'avoir un visuel du projet. Supposons que j'ai un sous-sol rez-de-chaussée. Après, si c'est pas le cas, si par exemple j'ai pas de sous-sol, soit je double-clique, je mets ce que je veux, soit, pareil, pour un souci d'organisation, j'avais fait étage, rez-de-chaussée, R+1, pour éviter d'avoir quelqu'un qui va mettre, PH rez-de-chaussée, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui mette dalle sur R+1, dalle sur R+2, parce que au moins on fait tous pareil. On se dit que si on part en plancher haut, c'est la même chose que dalle sur, mais voilà, il y a moins de confusion. Si demain vous mettez rez-de-chaussée, ok, bon, ça peut toujours prêter à confusion, au moins c'est pré-rempli. Mais à tout moment, je double-clique et je force, c'est pas un problème. Donc ce GCB, comme tous les outils, c'est vraiment de l'aide, mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple ici, on peut très bien mettre, je sais pas, radier ou semelle, mais fondation, pas forcément. Effectivement, de base, oui, il va proposer fondation, mais vous pouvez l'adapter dans l'éditeur de blocs. Voilà. On le verra par la suite, mais effectivement, rien n'est verrouillé. Vous pouvez à tout moment modifier les blocs en faisant clic droit, éditeur de blocs. Bien sûr, il faut quelques connaissances, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais vous pouvez tout à fait modifier des choses. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de pouvoir régler, pourquoi pas, donc, numéro plan, pas forcément utile, mais par contre, les niveaux. Alors, moins 3,10. Alors, pourquoi c'est utile? Parce que ici, si je règle par exemple mon dallage, je sais pas moi, ça peut faire 15 hein, ou 13, 15. Le sous-sol, lui, je vais lui dire qu'il est à moins 11 par exemple. Pourquoi pas? Moins 10. Allez. Non, allez, moins 11. La garde-sol, je peux très bien mettre 11 en centimètres. Alors attention, là c'est le niveau brut, hein, et puis là c'est vraiment en centimètres le reste. Donc la dalle, je sais pas, 25. Alors pourquoi c'est bien? Parce que si vous faites régène, eh bien vous apercevez que les infos commencent à se remplir automatiquement. Et pareil pour les poutres. Du coup, si je règle des hauteurs de poutres déjà standard, je vois qu'il y a un calcul qui se fait automatiquement. Ça, c'est intéressant. Et pareil pour les réservations ici du plombier. Si je règle une arase inf, je règle aussi une hauteur de résa dans les voiles, hein, ici, par exemple. Eh bien, il me donne un certain nombre d'éléments. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, on sera plutôt à moins 1 mètre. Quoique, ouais, si, ça devrait être pas mal. Voilà, c'est plus par là, moins 1 mètre. Alors là, il y a une petite erreur sur le signe, mais ça n'a pas d'incidence. C'est juste que j'avais forcé un plus. Mais on n'est pas obligé de mettre de signe, ça ne change rien. Donc on voit qu'il y a une gestion en fait qui est au global. Donc comme d'habitude, si vous avez un niveau qui change, on copie, on force. Si c'est tous les niveaux qui changent, on ne force pas quoi que ce soit ici, sinon ça ne changera plus. Mais on forcera par la suite. Et ça va être vraiment global, et tout ce que vous aurez placé sur le plan, on va le voir, eh bien ça permettra de pouvoir le changer.
Alors voilà, ce qui est bien, c'est que si vous faites maintenant, je vais faire juste un bout de plan, hein, avec des multilignes. Donc si je fais un plan rapidos comme ça, voilà, je vais faire des fondations qui font 50, donc je vais les faire un petit peu au hasard, hein. Elles ne sont pas forcément axées, mais on ne dira rien, c'est pour aller très vite. Sinon, j'aurais dû faire milieu entre deux points. Bref, alors j'ai mes calques. Je vais faire semelle. Donc semelle, c'est ça. Le reste, c'est mur. Voilà. Donc volontairement, je vais très vite. Hein. Je fais pas de porte, je fais rien du tout. Là, je le copie. Alors pour info, j'ai mis 15 000. De là à là. Donc moi, pourquoi je fais ça? Parce que, par exemple, je décale tout de 15 000 vers la droite. Et ça me permet d'avoir... Enfin, j'ai pas besoin de prendre de point de base. Je sais que ma cage d'ascenseur, je décale tout de ce côté-là. Ça veut dire que les références externes de l'architecte, si on met des plans d'abord d'archi, ce qui est souvent le cas, il faut bien les placer. Une fois que vous avez bien espacé tous les 15 000 en mettant des points de base, pourquoi pas en faisant une ligne, hein, c'est pas un problème, c'est ce que je fais parfois, eh bien, vous n'avez plus qu'à déplacer de 15 000. Une fois de plus, c'est une manière de travailler comme une autre. Alors pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, j'ai plus qu'à placer mon niveau. Donc je fais CP, je viens placer ça. Tac. Maintenant, je place le niveau du dessus. Voilà. Tac, tac. Je vais faire une poutre. Donc la poutre, je vais la mettre au milieu. Pourquoi pas? Je vais faire de la rotation. Donc ortho. F8. Alors je mets une poutre ici. Et je mets une deuxième poutre ici, finalement. Donc je préfère en mettre deux directement. On verra pourquoi après. Alors on y est. Là où c'est très pratique, c'est que je vais aussi placer la résa avant de vous montrer ça. C'est que là, vous voyez, j'ai géré quelque chose très facilement. Les blocs, il n'y a rien de particulier à dire. C'est très facile à utiliser. Vous vous référerez aux aides et au guide d'utilisation. Et sinon, vous voyez, il y a des poignées, il n'y a rien de compliqué. Simplement, quand j'étire ici, donc je vérifie que je suis en DIN mode 1. Donc j'active le DIN mode. C'est la saisie dynamique. Comme ça, quand je clique 50, enfin, si j'affiche ici, il me met 140. Donc si je mets 60, j'ai 60. Régène, ici j'ai 60. La hauteur, je la change dans propriété. Et voilà, le tour est joué. Quand je zoome, je vois que j'ai déjà des infos non imprimables qui m'aideront bien à savoir où j'en suis. Là où je voulais en venir, c'est que si demain ça change, d'accord, malheureusement, comme souvent, pour 1 cm, on doit tout refaire. La dalle aussi, on va oublier de la changer, c'est sûr. Si elle fait 24 au lieu de 25, c'est vraiment pour pousser le vis. Qu'est-ce qui se passe là? Si vous avez fait ça bien, vous faites régène, ça se met à jour, hein, on le voit, tout seul, même les arazinf, et même la hauteur de la résa, forcément, elle n'a pas bougé hein, ici. Par contre, elle a bougé par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le reste a bougé. Ici, moins 0,10, le fini, lui, voilà. En plus, on peut le masquer à tout moment. Hein. On peut très bien dire sans niveau fini, OK, avec texte, type de dalle, dalle précontrainte, prédalle, dallage, texte, palier, par exemple. Si vous avez un escalier, un palier d'escalier. Ou alors, vous double-cliquez, vous mettez, je sais pas moi, sous-sol, et puis terminé. Enfin, moi, j'ai tendance ici à rien mettre. Donc voilà, tout ça, ce sont des options. Soit on force, on ne met rien, on supprime, soit on lui dit directement, pas de texte, et puis le tour est joué. Mais voilà, à tout moment, on peut supprimer le fini, ou on peut le remettre si on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc ici, il ne resterait plus qu'à rajouter éventuellement le signe 0. Moi, je fais Alt 0,177. Ça me permet d'avoir le signe, vous voyez, qui apparaît. Donc Alt 0,177, c'est un raccourci assez pratique qui permet, là, vous voyez, de faire Alt 0,177 et d'avoir ce plus-moins
qui est assez utilisé. Donc pareil ici. Donc c'est vraiment sympa de voir que là, tout a suivi automatiquement. La poutre, c'est pareil. Du moment que j'ai plusieurs poutres, rien ne m'empêche dans propriété de dire la largeur des poutres, c'est 40. La longueur, bah, c'est la portée de là à là. Bah, on peut très bien la changer, mais si je la change ici, ça n'a pas lieu d'être. Par contre, je peux changer la hauteur totale et dire j'ai 50 de hauteur totale. Du coup, je mets à jour. Qu'est-ce qui se passe? La rase inf a été changée. La largeur a été changée. Et finalement, bah, j'ai pas grand-chose à faire. Ce qui est bien aussi, c'est que bah, les blocs sont dynamiques. À tout moment, je peux lui dire affiche-moi la hauteur et la retombée. Affiche-moi la hauteur totale sans le dessin, avec la rase inférieure, sans la rase inf. Si je ne mets pas le dessin, eh ben, l'avantage, c'est que je pourrais très bien demain faire une poutre, bah, un peu comme ça. Alors là, effectivement, je fais une poutre un peu au hasard, un truc comme ça. Cas qui pourrait arriver, pour vous dire que là, dans ce cas-là, on va lui dire d'afficher seulement, pourquoi pas, bah, la même chose, mais à tout moment, comme je suis libre, je double-clique et je clique sur le 40, je fais variable, donc var ou variable, comme vous voulez. Moi, j'ai mis var. Pour faire ça bien, généralement, je mets var point, voilà, fois la hauteur, la rase, je la laisse ou pas, c'est comme vous voulez. À tout moment, on peut forcer. À tout moment, on lui demande de ne pas afficher le dessin. Et voilà, tout simplement. Donc, grosse liberté, mais par contre, si vous avez 50 poutres, bah, c'est bien d'avoir ce bloc. Parce que les arases vont se mettre à jour toutes seules. Si vous avez 10 poutres à modifier, vous les sélectionnez toutes, vous les modifiez. Vous pouvez modifier aussi l'affichage direct avec dessin. Donc, je peux choisir là dans toutes les options. Donc c'est vraiment très pratique. Pareil ici, si j'ai 20 blocs, je fais clic droit, sélectionner similaire, je maintiens Shift pour effacer tous ceux que je veux pas, ceux-là aussi je les veux pas, donc attention, mais ça veut dire que si j'ai demain 20 blocs, je peux faire cette méthode-là, c'est ce que j'utilise, et dire, bah, partout je veux changer le type ici, je double-clique et il va me changer un petit peu l'affichage. Ou alors, je peux forcer des épaisseurs, je peux changer les garde-sol. Alors attention, bien sûr, si je le fais ici, je vais figer les données, c'est-à-dire que ça ne sera plus du tout lié à ça. Donc attention, une fois de plus, ça, on essaye de ne pas y toucher, sauf si j'ai un cas, par exemple, ici c'est différent, bah, aucun problème, je mets par exemple moins 0,15, je mets une garde de sol de 15, je force la dalle à 30, pourquoi pas, et je fais régène. Donc là, on voit que les infos se mettent à jour sans problème, mais ça ne concerne que ce bloc-là. Par contre, du moment que je force quelque chose, il n'apparaît plus grisé, la dalle non plus, alors qu'ici, tout est grisé. Donc je vois que c'est automatique. Il y a une option dans... bah, si vous tapez option, en fait, Field Display, on peut taper Field Display, je vous montrerai après, mais sinon, vous avez ici afficher l'arrière-plan des champs. On peut le désactiver dans Préférences utilisateurs. Alors, je ne vous le conseille pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si on tape Field Display ici, Field Display 0, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne sait plus ce qui est automatique et ce qui ne l'est pas. Donc un conseil, le Field Display, laissez-le à 1. Voilà. Si vous ne l'avez pas, si vous ne voyez rien, ben vous faites Field Display, vous allez dans Options et vous mettez bien afficher les arrière-plans. Puisqu'on y est dans les options, on a vu qu'il y avait aussi paramètres de mise à jour des champs. Donc pourquoi c'est intéressant? Il faut le vérifier d'ailleurs. Parce que quand on clique dessus, vous voyez ici, on peut lui dire, bah, mets-moi à jour les champs quand j'enregistre, quand je trace. Donc ça, il vaut mieux le faire. Moi, je l'ai désactivé, ces deux-là. Mais normalement, ils sont tous actifs. Je vous conseille au début de les laisser actifs. Moi, simplement,
comme quand je trouvais que j'enregistre très souvent, hein, CTRL-S, CTRL-S, tout. Enfin, voilà. C'est pour ça que je l'ai désactivé, parce que c'était un petit peu trop long à mon goût, et pareil quand je faisais un PDF. Si vous activez, ça veut dire qu'il va à chaque fois mettre à jour. Et du coup, ça va mettre un peu plus de temps. Quand vous serez plus à l'aise, peut-être que vous serez comme moi, vous voudrez réduire le temps, par exemple, d'impression. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que faut penser à faire regen plusieurs fois ou être sûr d'avoir les bons paramètres. Parce que si vous oubliez et que vous décochez, ça ne se mettra pas à jour tout simplement. Donc dans le doute, vous laissez tout à jour. Quand vous serez plus à l'aise et que vous penserez vraiment à faire regen, à mettre à jour tout le temps, aucun problème, vous pourrez, si le fichier est lourd, désactiver un certain nombre de paramètres. Effectivement, il faut le laisser à minima pour le regen, sinon c'est ingérable. Donc voilà, plusieurs possibilités. Mise à jour des champs, regen, c'est un petit peu plus long. Plus rapide, MET, mettre à jour champ. Pourquoi plus rapide? Parce que je sélectionne une zone, je fais entrer. Donc c'est instantané. Pourquoi? Parce que le regen, ça régène tout mon fichier, alors que le MET va mettre à jour peut-être que ça, peut-être que ça, ou peut-être que ça. Voilà, donc ça va très très vite. On le voit, hein, quand je fais regen, je ne peux plus rien faire. Quand je fais MET, j'ai la main tout de suite, parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est une question de choix. Une fois de plus, quand le fichier est léger comme là, je peux faire regen sans problème. Quand ça devient une usine à gaz, vous verrez que vous ferez plutôt MET. On en vient aux blocs. Donc l'utilisation des blocs, c'est vraiment très simple. J'ai fait beaucoup de tutos là-dessus, donc à tester, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Dans les aides, vous avez les symboles d'utilisation. Donc ça, par exemple, c'est un paramètre d'alignement. Il faut le savoir. Ça aligne par rapport à un arc, une ligne, une polyligne, ce que vous voulez. Ça, ce sont des paramètres d'inversion. On peut dire miroir, hein, c'est pas un problème. Voilà, tout simplement. Donc, franchement, ça, ce sont des paramètres d'étirement. Sans surprise, on va étirer. Et si vous avez besoin, par exemple, si vous avez des textes, on va trouver des paramètres de déplacement. Effectivement, on peut déplacer des textes. On peut changer, ça ce sont des paramètres de visibilité ou des tables de blocs qui permettent d'afficher ce que j'appelle des listes déroulantes et qui permettent de changer toutes les options des blocs. Par exemple, passer en circulaire avec axe, avec texte, etc. Donc ça, c'est très basique puisqu'il suffit de cliquer et de changer directement ici. À noter que, comme d'habitude, on peut changer dans propriétés. Alors attention aux attributs. Les attributs en eux-mêmes, c'est piégeux. Pourquoi c'est piégeux? Et je vous conseille de jamais y toucher. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, donc attribut annotation, ok, je mets 20 par 20. » Le problème, c'est que si vous faites ça, les champs, ils disparaissent. Ça veut dire que quand demain vous mettrez une 30 par 20, si je fais regen, ça ne se mettra plus à jour. Voilà. Par exemple, là, si ici vous modifiez quelque chose, c'est fini. Alors là, il m'a fait mentir puisqu'il m'a gardé un certain nombre de choses. Voilà. Alors je ne sais pas, j'ai de la chance, mais vous voyez, par exemple, l'autre n'est plus automatique. Donc attention à ça. Quand on vient modifier dans attribut ici, on ne voit pas les grisés. Quand on double-clique et qu'on modifie ici, on voit les grisés. C'est la grosse différence. C'est pour ça que quand j'ai à changer une étiquette, je double-clique dessus parce que je vois 30 par 20, d'accord, on n'y touche pas. Par contre, derrière, je peux très bien écrire à définir par le plombier, enfin, un truc comme ça. Ça marche. Bon, on évite de toute façon de toucher puisque ça fonctionne bien. Mais pour vous dire qu'au niveau utilisation, on essaye de changer plutôt tout ce qu'il y a dans personnaliser. Personnaliser, comme je vous montrais tout à l'heure, l'avantage c'est que vous changez plusieurs choses d'un seul coup. 50, 30, regen. Voilà, c'est un exemple, ça va beaucoup plus vite. Dans personnaliser, vous pouvez aussi changer le style et mettre circulaire, voilà, en double-cliquant. Donc ça va très très vite. Donc je vais faire pareil, je vais les passer en phi
en rayon de 10 pour avoir des sauf erreur défi 20. Je peux déplacer le texte sans problème. Donc voilà un exemple d'utilisation. Quand vous en avez une à changer, aucun problème, utilisez ça. Si vous en avez 10, bah, vous sélectionnez les 10, vous changez directement ici. Ça ira beaucoup plus vite. On peut en plus gérer un certain nombre de choses ici. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'utilisation des blocs. C'est pas compliqué. Vous avez beaucoup de blocs ici. Alors là, il faut que je me remette là. S'il m'a changé. Alors ouais, ça tombe bien. Donc on a une gestion d'échelle. Par défaut, bien laisser un 50e. Alors pourquoi? Parce que en gros, comme il y a possibilité d'avoir une échelle annotative, échelle annotative dépend de cette échelle choisie. Vous voyez là, il n'y a plus d'objets au centième. Mais au 50e, ils apparaissent dans la bonne échelle. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'annotatif, franchement, ça, vous ne l'utilisez pas. D'accord? Tout ça, on ne l'utilise pas. Parce que vous avez la même chose dans les bonnes échelles. Moi, je l'utilise dans le cas où je ne connais pas l'échelle. Je sais que ça va être, par exemple, du métal. Ça va changer tout le temps. Il va falloir que je fasse des détails au même endroit. Enfin, bref. Mais c'est quand même compliqué. J'ai fait des tutos là-dessus, donc vous pourrez les trouver sur ma chaîne. Il n'empêche que si vous n'êtes pas à l'aise, ce qui arrive dans 70% des cas, c'est que vous allez envoyer un plan, il n'y aura rien dessus. Pourquoi? Parce que vous allez dessiner comme ça, ouais, vous êtes content, vous passez à l'impression, ça s'imprime comme ça, tout simplement. Ça vient du fait qu'il faut sélectionner ici les bonnes listes d'échelles. Il faut ajouter dans les objets la bonne liste d'échelles. Et si vous oubliez, vous avez quelque chose comme ça. Donc peu importe l'échelle, vous n'aurez pas ça. Donc ça arrive, et si vous voulez être à l'aise, je pense que je ferai des tutos beaucoup plus poussés sur le sujet parce que ça le mérite. Donc je dirais à la fois l'échelle annotative peut être très bien, mais ça peut être très dangereux aussi. Donc si vous connaissez, pas de souci. Vous allez voir que les blocs sont assez bien gérés dans l'annotatif pour une échelle de 50e de base. Mais si on change d'échelle, il faut les adapter en ajoutant. Sinon, aucun problème, vous utilisez les échelles. Voilà, du 1/10, donc pour tout ce qui est détail, au 1/100 pour tout ce qui est DCE, etc. Donc ce qui est assez bien, c'est que généralement, vous faites du DCE, vous allez utiliser ça. Voilà, et quand vous faites de l'exé, j'ai déjà préparé des choses au 50e, puisque bien souvent, vous savez, on va représenter que des CV et des attentes, des murs, des repérages d'armature qu'en exé. En DCE, ça, vous ne l'aurez pas. Éventuellement, vous allez mettre d'autres informations comme l'épaisseur des dalles, qui sont d'ailleurs ici. Et quand vous passez en exé, soit vous faites un coef d'échelle de 0,5, soit vous supprimez tout, parce que parfois ça va aussi vite, surtout avec ces blocs-là. Voilà, donc c'est une histoire de choix. Ceci dit, que vous utilisiez ce bloc ou ce bloc, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, ce sont les mêmes. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que dans Propriété, vous avez une sorte, donc au centième, j'ai mis 10. Si vous voulez passer au 50e, soit vous faites échelle 0,5, soit vous faites 5. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, de toute façon, on retrouve exactement le même bloc, sauf qu'il était sur 2 appuis. Peu importe, si je veux repasser au centième, je fais échelle, le double, et voilà. Donc tout simplement pour vous dire que c'est les mêmes blocs, et ça, c'est très pratique. Alors que l'annotatif, attention, ce sont d'autres blocs, puisque ça ne marche que pour l'annotatif. Donc voilà, tous ces blocs-là, finalement, que vous le preniez là ou là, ce sont les mêmes. Donc, c'est vraiment très pratique. Les pentes, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez un bloc aussi de pente automatique, qui est en fait constitué de 2 blocs. Voilà, quand vous décomposez, vous avez un bloc base. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout la pente. Je prends mon bloc, je le clique ici. J'indique ici la coupure, enfin le point d'intersection, et je fais Régène. Il me dit il y a 11,9. Là, j'ai un paramètre, vous vous souvenez, qui me permet d'aligner. Ben, je vais l'aligner par rapport à ça. Comme ça, je sais qu'il est aligné. Donc, c'est vraiment très pratique. Si demain, ça change, eh bien ça, je le remets
ici. Je lui dis, trouve-moi ce point là, je fais régène. Et ben voilà. Il me reste plus qu'à l'aligner puisque la pente a changé. Et tac, tout simplement, 4,6. Pour vous montrer que ce sont des petits outils très faciles mais très pratiques. C'est forcément notre job. Et pendant que vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire sans arrêt des lignes, des trucs. Pareil pour cela en fait. Ce qui est génial, c'est que peu importe celui que vous prenez, je prends celui-là, je l'amène ici, d'accord? Bon, on va dire que c'est au sous-sol. Je le mets ici. Le plombier me demande un trou. Je vais le mettre par exemple là. Bon, même si demain c'est circulaire ou qu'à côté j'ai besoin d'un phi, je fais ça, je le passe en circulaire, je lui demande de me mettre les annotations, les axes. Là au passage, je veux plus les axes, je fais rectangulaire, annotation sans axe, terminé. Là je mets 30, je fais régène. Ok, 30 par 20. Là je fais rayon 10 pour avoir un phi 20, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que si demain vous avez à rajouter, je sais pas, un étancheur qui vous met un décaissé, c'est quoi, EP, je vais mettre sans axe, je vais mettre, je sais pas moi, 50, j'aime bien mettre ça. Je le prends par rapport à l'axe, ça c'est de l'accroche objet, hein. Tac, et je le mets tout simplement là. J'ai deux blocs, d'accord? Mais finalement c'est le même bloc avec des options, donc c'est vraiment très pratique. Par exemple ici, demain vous avez une douche, on vous demande un décaissé, ok? Vous le copiez, vous faites décaisser avec annotation, mais aussi avec axe, pourquoi pas pour le placer. Vous placez votre décaissé, je mets des cotes au pif, je fais régène, hop. Bon bah là c'est un peu au pif, ce que je vais faire, je vais mettre des cotes rondes, ça sera mieux. Je vais mettre 80 par 60, et régène. La hauteur se règle ici. Je fais 6. Je fais régène. Voilà. Tout simplement. Du coup, là, j'ai une résa. Donc, ça, je le passe derrière, en arrière-plan. J'ai mis un petit filtre. Un petit nettoyé. Pourquoi? Bah, parce que la résa, elle prend la priorité. Du coup, bah, voilà, c'est bien pratique. Et puis au final, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais juste enlever aussi le... Enfin, moi, je me sers beaucoup des axes, mais vous, peut-être pas. Et effectivement, dans ce cas-là, on va tout simplement coter par la suite, comme ceci, pourquoi pas. On n'est même pas obligé de coter ça, puisque de toute façon, il est donné ici. Mais ça ne mange pas de pain. Voilà, donc on cote bien tout. Mais l'idée du truc, c'est que bah, vous avez quelque chose de facile à utiliser et de cohérent, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est que généralement les blocs, c'est facile à utiliser, mais encore plus là, parce qu'on a toujours besoin des mêmes, quoi. Donc franchement, je pourrais tous vous les montrer, mais il n'y a aucune difficulté. Alors, petite subtilité, on voit que par exemple, celui-là et celui-là, on l'a utilisé, d'accord, ici. Alors, si vous avez un cas exceptionnel, vous le prenez n'importe où. Si vous voulez qu'il soit lié au niveau, c'est logique, vous le prenez là, parce que ceux-là, ils sont liés à rien du tout. Celui-là, il est lié qu'à ça, donc c'est à vous de le mettre. C'est pareil, il y a des X, parce que bah, là, c'est à vous de le mettre, quoi, tout simplement. Alors, une petite astuce, on voit qu'il y a le niveau NGF. Alors, comment ça marche? Quand vous faites propdes ou fichier propriété du dessin, vous avez un niveau 0. Ça, c'est le niveau NGF. Donc, votre niveau 0, donc au niveau 0, vous voulez qu'il soit à tel niveau. D'accord? C'est 200, c'est 200. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si demain vous avez un niveau, vous forcez ici, je sais pas moi, 1-1,10, vous faites régène, il vous donne le niveau NGF. Quand vous avez les personnes au téléphone, généralement quand vous avez l'archi au téléphone, vous savez, il va pas vous dire ouais à moins 1,10, il va vous dire ouais là on est à 298,90. Attends, tu me parles de quoi? Bah, en fait, comme vous l'avez déjà rentré une fois pour toutes, eh bien c'est déjà fait. Petite astuce, si demain ça change, si vous êtes trompé, il vous dit ça c'était pas bon. C'est 201,80. Ok, je fais régène, terminé. Tous les NGF par rapport à
c'est des soustractions, d'accord, c'est tout bête. Bah, n'empêche qu'il le fait pour vous. C'est pareil ici. Non imprimable, vous l'avez à côté, donc il va vous dire, ouais, la chape, enfin le fini, là, on est à 201,86, brut 201,80, d'accord. Si vous n'avez pas la même valeur, je vais me dire, attends, il y a un souci, oui, le brut, le NGF, il est à combien, d'accord. Donc, c'est ce que soit là, vous vous êtes planté dans votre niveau, soit vous êtes trompé de NGF, mais il y a une vérif en temps réel et surtout, ça ne vous prend pas plus de temps, vous n'avez pas besoin de mettre les deux. Pareil, quand vous faites des niveaux, bah, c'est intéressant. Supposons qu'on fasse un niveau. On va faire un niveau avec des dalles de vin, au pif, hein. Alors, ça, c'est un niveau. Je le mets à 2,70. D'accord? On va le faire à côté. C'est un peu agaçant. Au 50e. D'accord? Le premier niveau, c'est mon niveau de base. Je lui dis, il est à moins 1,10. D'accord? Bah, je fais régène. Ce truc-là, il y a déjà le NGF dedans, sauf qu'on ne le voit pas. Je lui dis, affiche-moi le NGF. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu, le 200,70, il est là. Maintenant, quand vous faites AD ou ADF, qu'on en viendra au LISP hein, juste après, ADF vous permettra de faire tous les autres niveaux. Par exemple, je vais coter ça, je vais coter ce truc ici, et je vais coter, pourquoi pas, le dessous là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me donne tous les NGF et il me donne tous les niveaux. Il manque que les signes, par exemple, le plus, on peut très bien le rajouter, et quand on fait ADF sur un truc qu'on a modifié, il en tient compte, ce qui est assez intelligent en soi. Voilà. Là, je peux faire du miroir, et si mon niveau, par malheur, change, je sélectionne tout ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs blocs qui se sont empilés. Je modifie, je dis, je suis à moins 2 mètres, c'est un peu extrême, et je fais régène. Voilà, donc là, j'ai bien mes niveaux NGF qui changent, j'ai bien mes niveaux donc qui sont corrects. Et on voit que ça a changé pas mal la donne. Ceci dit, bah, comme ça change partout et qu'à tout moment on peut venir modifier, bah, c'est vraiment très très pratique. Voilà, tout simplement. Donc, si demain le NGF, une fois de plus, malheureusement pour vous, change, bah, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Parce que là, je l'ai mis à jour partout. Et en plus, dans mon nota, dans ma légende, bah, je l'ai intégré. Donc, il est déjà à jour. Vous n'avez pas à le mettre à jour sur vos légendes. Vous n'avez pas à le mettre à jour sur vos niveaux indicatifs. Vous n'avez pas à le mettre à jour sur vos coupes. Enfin, si, il se mettra à jour tout seul, quoi. Pour vous dire que c'est très pratique. Une fois de plus, comme c'est un bloc dynamique, vous sélectionnez vos blocs, ou alors vous sélectionnez tout ça, puisque c'est l'un sur l'autre. Eh bien, ici, vous pouvez dire, alors, je ne vais pas afficher le NGF, et vous n'avez plus de NGF. Pratique, non? Donc, voilà ce qu'on peut dire. Hein. C'est vraiment très simple à utiliser. On en vient au LISP. Alors, vous avez vu qu'il y a des LISP qui vous ont été transmis. Ces LISP, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Je les utilise pas tous, mais vous avez une liste. Parce que moi-même, je ne les connais pas forcément tous, je les utilise rarement, mais je vais vous montrer quand même l'intérêt d'utiliser un LISP. Déjà, l'intérêt, c'est que celui-là, c'est un LISP niveau auto, et vous en avez besoin. Donc, soit vous faites AD pour faire une boucle de régène à chaque fois, soit vous faites ADF. Ça rame moins, mais la boucle se fait quand vous aurez fait entrée. Alors que AD... Pour vous montrer, vous cliquez, ça fait une boucle. Tac. Donc ça rame, mais ça permet de se vérifier. On le voit. Donc après, pareil, ça dépend du projet. Si c'est un petit projet, vous faites AD, vous attendez, vous vérifiez. Si ça rame à bloc, vous faites ADF, vous cliquez tout au point, vous faites entrée, ça mouline et après vous vérifiez. Tout simplement. Ça dépend. Ça dépend de votre bécane, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Donc les LISP. En fait, pour le charger, déjà, c'est la fonction upload. Deux choses. Soit vous l'utilisez qu'une seule fois. Par exemple, les LISP que vous utilisez 2 fois par an. Ça m'arrive. Dans ce cas-là, c'est évident que vous n'allez pas le charger ici au contenu au démarrage. Parce que si vous le chargez, donc si vous faites upload
et que vous faites contenu, tout ce que vous allez mettre ici, donc j'en ai un certain nombre, si vous faites ajouter et que vous mettez n'importe quoi dedans, dès que vous ouvrirez AutoCAD, ça vous le chargera. Donc si vous ne l'utilisez pas, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous l'utilisez tous les jours, vous n'allez pas vous amuser à le charger tous les jours. Ici, c'est chargé une fois. En gros, vous prenez votre répertoire, vous êtes ici, vous le chargez une fois. Ici, vous le chargez à chaque démarrage d'AutoCAD. Donc, généralement, tous les blocs, tous les lisps, pardon, que je vous donne et qui vous semblent pratiques, que vous êtes amené à utiliser, vous faites ajouter, vous sélectionnez tout ça, vous faites ouvrir, vous vérifiez que c'est dans la liste, vous faites fermer. Et après, il faut redémarrer AutoCAD si vous n'avez pas chargé le Lisp ici. Forcément, là c'est au contenu, ça sera au redémarrage d'AutoCAD. Ceci étant dit, quels sont les Lisp utiles? Eh bien, on trouve par exemple, pour vous montrer, de l'incrémentation. Ça peut être incrémenter des valeurs, on va le voir, mais ça peut être aussi, pour vous montrer, align text to curve. Alors, le premier, pourquoi c'est pratique? Vous avez ici des repérages de poutres, d'accord? Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, ok, mais si demain vous en avez 50, vous allez comprendre tout de suite l'intérêt. Bref, vous avez une poutre, vous avez une deuxième poutre. J'utilise toujours des blocs, même pour ça. On va voir pourquoi. Quand je fais incl, donc c'est mon Lisp incr, valeur de départ, 0,1, préfixe, gros P, pour poutre, pourquoi pas. Je fais OK, je sélectionne, première poutre, deuxième poutre, terminé. Donc vous imaginez, si vous en avez 20, ça ira quand même beaucoup plus vite que de double-cliquer, mettre une valeur. Surtout qu'au bout d'un moment, vous êtes peut-être comme moi, vous allez mettre 0,1, 0,2, attends, j'étais à combien? 0,3, après vous allez commencer à écrire n'importe quoi. Là, vous faites du clic, il y a moins de risque d'erreur. L'incrément, vous pouvez le générer automatiquement. Par exemple, tous les 10 ici, valeur d'incrément 10. Je peux aussi faire du préfixe, du suffixe, donc franchement, allez-y quoi. Là, je me suis trompé, je voulais que 0,1, je mets rien, je fais OK, je fais 0,1, 0,2 et c'est terminé. Voilà. Le deuxième, alors, le deuxième, c'est pratique. Pareil, vous avez un texte, OK. ATC, Align Text to Curve, vous cliquez, vous sélectionnez une polyligne. Pardon, c'est une multiligne, je l'explose. Je recommence, ATC, je sélectionne mon texte et je sélectionne un objet. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'il va suivre, par exemple, une polyligne. Là, c'est une ligne, mais supposons que ce soit une polyligne, vous allez pouvoir faire tout le tour du plan. Je vous montre, vous avez un cercle, ATC, hop, vous sélectionnez votre arc, votre cercle, vous faites ça, hop, vous le placez comme vous voulez. Enfin, c'est vraiment très pratique. Alors là, j'ai un problème d'alignement, il faudrait mieux le mettre centré, sinon c'est pas top. Et voilà, je peux me mettre à l'intérieur, je peux me mettre à l'extérieur. Je peux, en faisant plus me rapprocher, enfin moins me rapprocher et plus m'excentrer. Et je peux faire ça, voilà. Donc je peux vraiment faire pas mal de choses. Extérieur, intérieur, enfin, on peut faire des trucs très très sympas. Voilà un exemple de Lisp, il y en a beaucoup d'autres, c'est pour ça que je vous invite à regarder la liste des routines. Parce que devant, vous avez le code, enfin, vous avez la commande associée à la routine, et vous avez une petite description qui vous dit, ben voilà ce qu'on peut faire, etc. Après, faut tester. L'incrémentation, oui, il faut l'utiliser. Ce que j'ai fait là, le align, alors c'est toujours en anglais, hein, align text to curve, ben, je ne sais plus où il est, mais voilà, ça vous permet de placer des textes. Vous avez, je vous montre le dernier, c'est le tab count. Alors pourquoi c'est bien? Je vais vous expliquer. Vous avez sur votre plan, je ne sais pas combien de CV, et généralement, il y en a un paquet. En gros, on ne va pas s'embêter. On va dire que ça, c'est un CV, d'accord? Vous faites votre plan. Demain, vous allez avoir CV1. CV1, vous en allez en avoir 15 000. Donc, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Ce que je vais faire, je vais les copier pour avoir quelque chose vite fait. Voilà. Donc, vous allez me dire combien il y a de CV. Là, c'est facile, hein, d'accord? Mais demain, ça ne sera pas la même chose.
On va supposer par exemple qu'il y a 2 CV2 aussi. Ça peut être 2 CV2, histoire de faire un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. Et puis il y a aussi des poutres. Et puis très vite, ça va devenir compliqué. Je vais charger mon tab count une fois. Parce que voilà, celui-là, il ne marche pas avec d'autres. Alors je le charge qu'une fois. Il y a des petits soucis des fois. Donc je tape maintenant. Je l'ai chargé, donc je peux lancer tab count, puisque maintenant il reconnaît la commande. Il me demande de sélectionner des objets. Je prends tout ça et je lui dis, fais-moi un tableau. Je clique ici. OK ? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'a mis tous les objets, et en face, il m'a mis un nombre. Alors, pourquoi c'est pratique? Bah, si je fais ça pour avoir un tableau un petit peu plus synthétique, c'est que ça, par exemple, je clique dessus, je maintiens Shift, et ça, j'en ai pas besoin, je fais supprimer. Ça, de là à là, alors où est la poutre? Je ne vois pas la poutre, c'est pas grave. De là à là, j'en ai pas besoin, et je fais supprimer. Qu'est-ce qui reste? CV6, CV2, 2. Voilà, tout simplement. CV1, j'en ai bien 6. CV2, j'en ai bien 2. Mais tout ça, ça sera automatique. Si par exemple, j'isole ce calque, donc je fais isoler calque, hein, je fais tab count, je lui dis, prends-moi ça et fais-moi un récap, entrée, validé. Alors, poutre, j'en ai 0,1, j'en ai une. Bon, généralement, les poutres, il n'y en a qu'une seule, mais voilà, vous avez le total rapidos, quoi. Donc là, c'est très facile, d'accord? Mais si demain, vous avez je ne sais pas combien d'éléments, hein, vous allez voir que vous serez content d'avoir cet outil qui vous évitera de faire la fonction rechercher, comme je vous vois venir. Ouais, on peut faire rechercher. CV1, il y en a tant. CV2, hop, rebelote, ça rame, il faut relancer. Enfin bref. Là, c'est quand même très très rapide. J'isole le calque, après j'associe, je rétablis les calques, voilà. Donc ça va vraiment très très vite. Donc voilà l'utilisation des Lisp liée à des blocs dynamiques. On voit ce que ça donne, quoi. C'est rapide, il n'y a pas de risque d'erreur, c'est facile à utiliser. Une fois de plus, les blocs, si vous voulez coter l'épaisseur d'un voile, je veux dire, vous avez des options à chaque fois. Ça peut être de, mettez-moi, 10 ou 20 cm, mais ça peut être un double clic, par exemple. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est pareil ici, hein, c'est exactement le même bloc que pour les niveaux, sauf que il va vous donner la position en X et en Y, par exemple pour placer des pieux. Voilà, donc ça c'est vraiment très très efficace parce que vous faites ADF, vous placez, tac tac tac, vous faites entrer, c'est terminé. Voilà, vous envoyez votre plan, vous êtes content parce qu'ils sont tous liés à des points. Donc tous les points sont au même endroit par rapport à un point de base, évidemment. Le 0, 0, il est là. Et puis après, dès que vous bougez quelque chose, ça se met à jour tout seul. Donc là, je fais regen, c'est terminé. Ça se met tout à jour. Si je veux tout effacer, j'efface tout. C'est pas le problème. Voilà. Ou alors, je les efface comme ça, je les remets un par un. Enfin, c'est vraiment très, très facile. Il n'y a rien de compliqué. Bon, ce sont des blocs dynamiques. Donc, soit vous faites des copier-coller, soit vous faites de l'insertion de blocs. Vous avez une liste de blocs et ils sont tous là-dedans. Donc vous trouvez tous les blocs là-dedans, les repérages, les réservations, tout est là. Bon, après, c'est quand même beaucoup plus simple de gérer ça avec des copier-coller pour tout ce qui est coffrage, puisqu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous prenez chaque bloc, il est à côté, ça évite d'aller à droite à gauche, quoi. Dernière chose, effectivement, si on met les niveaux là, c'est bien évident que ça va suivre ici. Donc si celui-là, je l'appelle directement, j'enlève PH, hein, je vais mettre sous-sol, je fais regen, et ben il va mettre sous-sol. Il y a un petit code couleur, ok, rouge, jaune, je le retrouve ici, ça permet de ne pas se tromper. Si vous n'avez pas besoin de niveau, vous les supprimez. On ne peut pas faire plus simple, je m'arrête au R+4. Je lui dis ici, c'est le dernier niveau pour faire joli, comme ça quand j'ai les personnes au téléphone, j'ai un semblant de coupe, qui n'est pas trop mal. Bon, voilà, on s'en fiche complètement, mais c'est histoire d'avoir quelque chose. Là, je m'arrête au R+4, d'accord, je fais regen. Ici, j'ai des dièses, ça veut dire qu'il n'y a plus d'objet source.
Ça veut dire aussi une chose, ça, j'en ai plus besoin. Voilà, tout simplement. Donc c'est difficile de faire plus simple, mais à la fois, les objets sont liés. Mais voilà, là où j'en viens, où moi j'aime cette méthode, c'est qu'à tout moment, je double-clique et je lui dis non, 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 non. Non, 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 ici je vais mettre semelle, parce que vous avez envie de prendre la main, peu importe, ici vous mettez ce que vous voulez, mais là, vous avez la liberté de ne rien écrire, ou de mettre semelle, vous l'effacez, enfin peu importe. Voilà, donc ici pareil, vous double-cliquez, vous mettez tout bâtiment, tout niveau, enfin, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Il n'y a aucune limite, en gros, on l'a vu tout à l'heure, hein, s'il y a une limite, je décompose, hein, puis c'est terminé. Alors je vous donne une petite astuce. Décomposer, c'est assez moche. Pourquoi c'est moche? Parce que là, ça convertit en attribut et ça efface les couleurs de calque. La solution que moi j'utilise, c'est Burst. Ça permet de décomposer en gardant les couleurs. Alors bien sûr, il y a un certain nombre d'objets quand même qu'il faut effacer, mais je suis bien dans du texte et j'ai bien les bonnes lignes ici. Du coup, on voit que c'est quand même plus joli, j'ai les bons calques. Bon là, j'ai un souci d'épaisseur de ligne, mais c'est pas grave. Voilà, de toute façon, on évite d'exploser tout ça. Voilà, bien sûr, il faut éviter parce que qui dit burst ou décomposé dit perte de dynamisme et forcément, c'est un peu bête. Donc voilà, franchement, il n'y a rien de particulier à dire, mis à part qu'après, le reste c'est des hachures, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Oui, vous pouvez faire des redans, vous pouvez rajouter des escaliers, des choses, vous pouvez déplacer, ça vous déplace la ligne. Donc il y a quand même une gestion intelligente des blocs sans les contraintes. Par exemple, demain vous les supprimez, vous supprimez. Enfin, c'est pas dramatique en soi. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous supprimez ça, vous avez une ligne de repère multiple, quoi. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Moi je connais des logiciels, vous supprimez un truc... c'est un autre délire. Hein. Donc, pour vous dire que là, c'est conçu de manière à tout moment supprimer des choses. Attention, si on vient supprimer ça, malheureusement derrière, par contre, vous allez avoir du boulot parce que vous allez avoir beaucoup de dièses. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, mais grosso modo, si vous faites attention voilà, à ça, à garder quand même la base, si vous utilisez ça, derrière, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. Alors pareil, les poteaux, vous mettez un 60 par 40, ça vous mettra 60 par 40. Mais si demain, ça arrive, vous avez un poteau comme ça, on est d'accord, ça on s'en fiche, je le copie, mais je lui dis, mets-moi un poteau repère uniquement. Voilà, celui-là je vais l'appeler P10, par exemple. Mais le pochage, je refais une hachure, hein, c'est pas vraiment un problème. Hein. Voilà, je refais une hachure, puis terminé. Donc, franchement, ou alors, vous pouvez très bien dire, je pars de ça, je décompose, je garde que le repère. Franchement, c'est une histoire de méthode, ça me choque pas. Franchement, de toute façon, derrière, vous savez que vous devrez le coter, vous savez ce que vous avez à faire. L'avantage de ça, c'est que quand vous avez des trucs carrés, limite vous oubliez la cote, c'est pas très grave, quoi. Vous avez déjà toutes les dimensions. C'est pour ça que je fais ça. C'est pareil ici, les semelles, vous attrapez ce bout-là, vous étirez ici, vous avez une semelle. Demain, vous avez un plan de fondasse, vous savez pas combien fait la semelle, c'est pas grave. On prend le bloc, je vais quand même le copier, hein. Je le mets ici. Je vais à ce point-là, et je fais régène. Et puis je regarde ce que j'ai. Ok, ça marche. Demain, la semelle, elle change. Sans problème, vous pouvez l'étirer. Voilà, vous pouvez aussi changer, passer à une semelle filante. Vous pouvez mettre de la rase ou pas. Vous pouvez même effacer. Vous pouvez changer directement dans propriété la hauteur des semelles, mettre 40. Tac. Vous pouvez faire de l'incrément. Bien sûr, mettre S1, S2, S3 comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon là j'en ai qu'une, mais voilà. Ou alors on double-clique, ou alors on va dans les attributs, mais vous vous souvenez, méfiez-vous. Par exemple ici, il ne faudrait pas venir forcer. Ici on peut, d'accord, mais bon, on y va mollo quand même. Le mieux c'est de double-cliquer. Si on en a une, franchement, ça va bien.
Donc voilà globalement ce qu'on peut dire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme tout. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Il n'y a plus qu'à faire vos plans. Vous connaissez AutoCAD. Franchement, il y a très peu de temps de prise en main. C'est juste savoir où sont les blocs. Mais on les voit ici, hein. De toute façon, en dessin, bah, ça va être tout ici. Là, j'ai des choses sans texte, d'accord, pour les feuillures, etc. Les poteaux, voilà, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas de texte. Il y a des escaliers, il y a des choses comme ça, vraiment très 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 facile et pratique. On peut dessiner que des arrivées, que des départs d'escalier. Enfin, c'est vraiment pensé pour pas être embêté par la suite. Et là, vous trouvez repérage, bah, ça va être des repérages d'armature, des textes. Ok, des réservations, ça marche, des cotations, rien de bien impossible, des axes, pourquoi pas, vous pouvez mettre avec ou sans ligne, vous pouvez lui demander, vous pouvez faire de l'incrément par la suite, changer le numéro de la file, bref, rien de bien compliqué quoi. Ici, ce sont, quand vous avez des escaliers, vous pouvez faire un départ manuel, une ligne à l'axe et pareil, rond ou flèche. Franchement, un escalier, une pente, on va utiliser ça. Puis voilà, il y a pas, je pense qu'on a bien fait le tour. Le reste, c'est des outils qu'on utilise, qu'on n'utilise pas. Par exemple, quand je travaille avec un ingénieur, enfin, je travaille dans un gros BE, ça pouvait être pas mal de gérer des choses comme ça en disant, même pour moi, ça je sais que je l'ai fait. J'ai fait aussi les impacts, il me reste à mettre les niveaux de dalle de main. Voilà. Une fois que c'est fait, la personne, vous lui envoyez le plan, il sait si vous êtes dessus, si c'est fini, bah, vous sélectionnez tout ça et vous faites OK, c'est plus à faire. Voilà, comme d'hab, c'est des blocs dynamiques, on peut tout sélectionner d'un coup, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est vraiment pratique. Par exemple, info, on peut l'utiliser ou pas. Si vous avez quelqu'un au téléphone, que vous partagez un plan à plusieurs, bah ça peut être bien de dire attention, j'ai eu un tel pas de résa ici. Enfin, comme ça, les personnes sont au courant et vous n'oubliez pas. C'est directement dans le plan. Pareil, donc les références des plans, c'est les réservations extérieures, plan architecte, ascenseur, etc. Porte de garage, les légendes, donc vous mettez ce que vous voulez, les cartouches. Les présentations sont déjà créées, donc là c'est du A0. Donc vous avez du A0, vous avez du A3, donc cartouche A3 plus suite carnet, première page. Vous avez du A4, bon, ça sert pas trop en coffrage, mais bon, généralement c'est des A0, donc ça va être plutôt ce format-là. Éventuellement A3 pour des petits trucs en DCE, pourquoi pas. Donc le cartouche, soit vous le mettez directement ici. Moi, ce que je fais, en fait, comme j'aime bien lier des champs, eh bien, j'ai tendance à tous les mettre là et à lier plusieurs champs ensemble. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas vraiment un problème en soi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Bah, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Les calques, vous les trouvez ici. Bah, ce qui est bien, c'est comme les styles de cote, les lignes de repères multiples, tout ça, c'est déjà sur le plan. Quand demain vous faites purger, vous purgez pas les calques, vous purgez, enfin, tout ce que vous allez purger, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il y a tous les calques, c'est pour ça qu'il y a tous les styles de cote, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur GCB. J'espère que cette formation complète vous a plu. Ben voilà, si c'est le cas, sachez que vous pouvez aussi télécharger des blocs dynamiques, d'autres gabarits complets, ainsi que des formations spécifiques via mon site web. Et je vous mets aussi quelques liens avec pour pouvoir cliquer directement dessus. Sur ce, je vous souhaite de bien finir la journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!